Le programme contient des images de brutalité et de violence. Les personnes enceintes ou sensibles doivent s'abstenir de regarder. 18 ans et plus. Chers amis, bienvenue à notre nouvel épisode de l'émission d'auteur Ressogon TV qui s'intitulera « D'où ça vient ». Je pense que vous comprendrez pourquoi on l'a appelé ainsi. Comme de coutume, je tiens avant tout à vous remercier de l'attention que vous portez à notre programme. C'est vraiment incroyable pour nous, car la précédente émission, en collaboration avec Russia 1 et Russia 24 et YouTube, a été vue par plus de 16 millions de personnes. Je suis donc très reconnaissant à ceux d'entre vous qui se sont joints à notre conversation et j'espère vraiment que vous continuerez à vous intéresser à ce qui nous préoccupe parce que, je l'espère, cela vous préoccupe aussi. Voici par quoi je voulais entamer notre conversation. Comme vous l'avez peut-être remarqué, j'essaie de comprendre les relations de cause à effet. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas seulement d'évaluer un fait, mais de l'apprendre et de le raconter ou de le montrer. Cela m'intéresse de connaître l'origine de tel ou tel événement, phénomène, etc. Vous avez probablement tous entendu, comme moi, cette opinion. Quel nazi en Ukraine? Tout cela est absurde, c'est une invention. Cette opinion accourt encore plus au-delà des frontières de notre pays. Schwarzenegger et plein d'autres nous reprochent ce qui se passe et nos paroles sur le néofascisme naissant au cœur de l'Europe. C'est qualifié d'intox, de mensonge, etc. Nous avons décidé de faire une petite recherche, justement pour savoir comment, où, quoi, pourquoi maintenant. Dans nos précédentes émissions, nous avons parlé des atrocités commises par les soutiens de Stepan Bandera pendant la Grande Guerre patriotique. Je ne veux pas vous traumatiser inutilement avec une histoire détaillée, simplement rappelez-vous. 9 novembre 1943, village polonais de Parols, près de Sarny. Une bande de nationalistes ukrainiens se faisant passer pour des partisans soviétiques a trompé les villageois et leur avait donné à manger toute la journée. Le soir, les bandits ont encerclé toutes les maisons et assassiné la population polonaise qui s'y trouvait. Au total, 173 personnes ont été tuées. Seuls 2 ont survécu, cachés sous les cadavres, et un garçon de 6 ans qui a fait semblant d'avoir été assassiné. Comme vous le savez bien, longtemps après la fin de la guerre et notre victoire, des groupes plus ou moins importants ont continué à brutaliser le territoire de l'Ukraine. Et pas seulement de l'Ukraine. Ils ont été attrapés, mais néanmoins, pendant ces années où ils ont été combattus, beaucoup de gens sont morts. Vous vous souviendrez que nous avons parlé comment, en 1946, sur l'actuelle place de l'Indépendance, à Kiev, anciennement place Kalinine, une exécution publique des meurtriers les plus brutaux ayant le sang de milliers de personnes sur les mains a eu lieu. Pour l'extermination brutale de civils et de prisonniers de guerre soviétiques, pour la destruction de villes et de villages, pour l'asservissement de la population de l'Ukraine soviétique, conformément à l'article 2 du Code pénal de la RSS d'Ukraine et aux articles 296-297 du Code de procédure pénale de la RSS d'Ukraine, le tribunal militaire a prononcé la condamnation à la mort par pendaison. Camarade commandant, exécutez la sentence. Encore une fois, c'était en 1946. On pourrait croire que l'affaire soit close. Les pires meurtriers ont été punis.
Certains ont été attrapés, d'autres tués. D'autres encore purgeaient leur peine de plusieurs années de prison. La question se pose naturellement de savoir d'où tout cela vient aujourd'hui, si tout a été déraciné. D'où vient un nouveau nazisme, 40 ans après, avec une telle rapidité, avec une telle certitude? Gloire à l'Ukraine, gloire aux héros! Et avec tout l'attirail, galons impériaux, procession au flambeau, salut à la gloire de Bandera, attribution officielle à titre posthume du titre de héros de l'Ukraine à Stéphane Bandera. D'où vient tout cela? Nous avons essayé d'examiner cette question et je vais maintenant vous présenter un document très intéressant. Les historiens doivent le connaître, mais la plupart des gens, surtout la jeune génération, n'en ont aucune connaissance. J'ai mis la main sur un livre du publiciste historien Yevgeny Spitsin. Il s'appelle « La boue de Khrouchtchev ». Il s'agit d'un document qui a été signé le 17 septembre 1955. L'opération contre les bandits parmi les soutiens de Bandera a été officiellement achevée en 1946 et ce document date de 1955. Décret d'amnistie pour les citoyens soviétiques ayant collaboré avec les occupants pendant la Grande Guerre patriotique de 1941-1945. Ce décret a été signé par Kliment Voroshilov, président du Présidentium du Soviet suprême de l'URSS, et Nikolai Pegov, secrétaire du Présidentium du Soviet suprême de l'URSS. Il est judicieux de citer un petit fragment de ce document pour faire comprendre de quoi il s'agit. Il se lit comme suit. Vu la fin de la guerre entre l'Union soviétique et l'Allemagne et guidée par le principe d'humanité, le présidentium du plus haut organe d'État du pays a considéré qu'il était possible d'appliquer l'amnistie aux citoyens soviétiques qui, au cours de la Grande Guerre patriotique, par lâcheté ou inconscience, avaient coopéré avec les occupants. Afin de permettre à ces citoyens de retrouver une vie professionnelle honnête et de devenir des membres utiles de la société socialiste, le présidentium du Soviet suprême de l'URSS décide. Premièrement, libérer de prison et lever les autres peines des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement jusqu'à 10 ans pour des crimes commis pendant la Grande Guerre patriotique, aide à l'ennemi et autres crimes visés aux articles 58.1, 58.3, 58.4, 58.6, 58.10, 58.12 du Code pénal de la Russie et aux articles correspondants des codes pénaux des républiques de l'Union. La suite. Libérer des lieux de détention, quelle que soit la durée de leur peine, les personnes condamnées pour avoir servi dans l'armée allemande, la police et les formations spéciales allemandes. Lever l'exécution de la peine restante des personnes envoyées en exil pour de tels crimes. Ce, alors que les sabotages et les attaques contre l'armée rouge par l'organisation des nationalistes ukrainiens et l'armée insurrectionnelle ukrainienne se poursuivent jusqu'au milieu des années 1950. Comment les services spéciaux soviétiques ont écrasé l'organisation des nationalistes ukrainiens et l'armée insurrectionnelle ukrainienne? Au cours des 10 années de lutte contre l'organisation des nationalistes ukrainiens et l'armée insurrectionnelle ukrainienne clandestine, de 1945 à 1955, 25 000 militaires, membres des services de sécurité, de la police et des gardes-frontières ont été tués, et 32 000 membres des partisans soviétiques sont morts. Ça, c'était après la guerre. Donc, regardez, ce document a été signé en septembre 1955, à une époque où les atrocités étaient encore essentiellement en cours. 2 ans se sont écoulés depuis la mort de Staline et, pendant tout ce temps, une bataille sanglante se déroulait pour le leadership dans le pays et dans le parti, naturellement. La personne la plus proche du fauteuil du secrétaire général à l'époque était Nikita Khrouchtchev.
Le décret d'amnistie a été signé en septembre 1955 et, en février 1956, 5 mois plus tard, a lieu le 20e congrès du parti où Nikita Khrouchtchev déboulonne le culte de la personnalité de Staline, la répression, etc. Un discours légendaire qui a bouleversé la conscience d'une immense nation. C'est-à-dire, en d'autres termes, ces meurtriers et criminels sont devenus aux yeux du peuple les victimes du stalinisme et de la répression stalinienne. Maintenant se pose la question, après que ces criminels et meurtriers ont été amnistiés, sont-ils devenus du jour au lendemain quelqu'un d'autre? Comme il a été dit, des membres à part entière de la société. Voici le document. Ce sont les mots de l'un des dirigeants de l'organisation des nationalistes ukrainiens, Vassil Zastavny. Nous avons pris sa citation dans le livre La boue de Khrouchtchev. La période de lutte avec le pistolet et la mitrailleuse est terminée. Une autre période est arrivée. Une période de lutte pour la jeunesse, une période où il faut s'acoquiner avec le pouvoir soviétique pour la faire renaître sous les slogans bolcheviques. Notre but est de pénétrer dans toutes les sortes de postes, d'être autant que possible à la tête de l'industrie, des transports, de l'éducation, à la tête de la jeunesse, d'inculquer à la jeunesse tout ce qui est national. C'est pourquoi un énorme afflux de natifs des régions de l'ouest de l'Ukraine a afflué vers des postes de direction du pays. Le premier ministre de l'Ukraine, Leonid Kravchuk, en faisait d'ailleurs partie. Et c'est pourquoi en 1991, avant même la Beloyevskaya Pusha, les comités militaires d'Ukraine ont commencé à convoquer les personnes en âge d'être enrôlées et les officiers qui devaient signer un document attestant qu'ils étaient prêts, en cas de guerre avec la Russie, à combattre la Russie. Imaginez les tâches que l'organisation des nationalistes ukrainiens et l'armée insurrectionnelle ukrainienne, les bandéristes, accomplissaient ouvertement pendant la Grande Guerre patriotique, ont commencé à être réalisées de manière subtile, prudente, discrète, sous des slogans bolcheviques, ce dont Vassil Zastavny a parlé. Mais cela n'était pas suffisant pour Khrouchtchev. Il avait besoin d'une protection et d'un soutien fort et actif pour son pouvoir. Donc, il donne la Crimée à l'Ukraine. On peut penser que le rattachement de la Crimée n'avait pas d'importance. Qu'elle soit ou pas rattachée à l'Ukraine, quelle différence? C'est comme faire passer un carnet de notes d'une poche à l'autre, rien de spécial. Mais par la suite, il s'est avéré que tout cela avait des racines plus profondes et plus sinistres. Et nous n'avons rien vu pendant toutes ces années. Nous ne nous rendons pas compte que depuis 1991, des instructeurs américains forment l'armée ukrainienne et, dans l'ensemble, les nationalistes ukrainiens. Des organisations caritatives américaines participent à l'éducation et à la formation des enfants ukrainiens. Voici un aperçu du résultat. Gloire aux héros, mort aux Moskval, mort à Rousna. Je vais couper la Rousnaya. Dans la bibliothèque de l'école de la Volnovacha libérée, nous avons trouvé des manuels pour l'école primaire. Dans ces manuels, les Russes sont décrits comme des ennemis, des agresseurs et des occupants. Et il est écrit à propos des habitants du Donbass qu'ils sont des terroristes qui agissent sur des ordres des manipulateurs russes. Les manuels enseignent aux enfants les lignes de bataille de l'OTAN, les tableaux tactiques et la manière de traiter les blessures par balle. Ces manuels sont basés sur divers manuels de l'OTAN et des États-Unis. C'est écrit honnêtement dans la bibliographie de lecture. Regardez. Et voici ce qui est écrit dans un manuel pour les lycéens. Écoutez ça. Voici sa couverture.
Nous voyons ici une photo de l'armée ukrainienne pendant la Grande Guerre patriotique. Et il est également dit qu'elle défendait les villes allemandes des bombardements. Eh bien, je suppose que ces bombardements étaient ceux de l'Union soviétique. Défenseurs. Allons plus loin. Nous voyons ici une comparaison entre Staline et Hitler. J'ai aussi trouvé un article qui disait que Staline était un allié d'Hitler. Comme il était mauvais, mais eux étaient bons, et ils ont combattu à la fois avec les Allemands et contre l'Union soviétique. Plus précisément, les Ukrainiens, c'est-à-dire les soutiens de Bandera. Et nous voyons ici des pilotes en uniforme SS, dans l'uniforme des soldats allemands. Pour le moment, nous faisons du commerce de pétrole, de gaz. Pour le moment, nous sommes convaincus que nos relations sont vraiment fraternelles et ne peuvent être détruites. Pendant ce temps, les Américains investissent plus de 5 milliards de dollars dans l'éducation des enfants. Ils jouent le jeu à long terme et ils sont gagnants sur le long terme. C'est pour cette raison que des générations entières sont élevées qui ont absorbé la haine de tout ce qui est russe avec le lait de leur mère. C'est exactement ce que nous constatons aujourd'hui. Bien sûr, on peut en plaisanter, mais c'est un fait très sérieux. Jetez un coup d'œil. Dès que l'on prononce Heil, au lieu de dire bonjour, quelque part, sachez que nous y sommes attendus et nous allons commencer notre grande renaissance. Знаете, там нас ждут, оттуда мы начнем свое великое возрождение. И вот когда Ainsi, lorsqu'un coup d'État militaire a lieu en Ukraine en 2014, il est tout à fait clair que le prochain bain de sang aura lieu en Crimée, avec une base navale massive de l'OTAN déployée à Sébastopol. Nous ne sommes pas les seuls à l'avoir compris. Voici la façon dont les habitants de Sébastopol ont réagi. Pour une raison quelconque, tous les regards sont aujourd'hui tournés vers l'Amérique, alors que je pense qu'il est plus juste de créer des relations plus étroites et plus fortes avec la Russie, parce qu'ils sont historiquement proches de nous et que nous avons existé côte à côte toute notre vie. Au revoir, rentrez chez vous. L'Amérique est là, là. C'est ça, c'est ça. Ensuite, il y a le bombardement du Donbass pendant 8 ans, vous le savez. Et le gouvernement plonge progressivement le pays dans l'abîme du sentiment nationaliste. Fasciste. Poroshenko est un salaud. Mettez-vous à genoux tous. Implorez le pardon, bâtard. Et nous essayons de nous convaincre que tout va bien, qu'ils ne vont aller nulle part, que tout ira bien. Nous nous sommes laissés endormir avec ce que disaient les Ukrainiens en 1991, rappelez-vous. Puisque nous étions dans une union, nous resterons dans une union, d'une manière ou d'une autre, peu importe que nous soyons un État séparé ou non. Les relations avec la Russie seront d'un très bon niveau, il ne peut en être autrement. Avez-vous déjà voté? Oui. Pourquoi? Pour l'indépendance. Pensez-vous qu'il pourrait y avoir des questions controversées? Non. Vous connaissez tous la suite. Une énorme armée se rassemble aux frontières du Donbass avec des armées puissantes envoyées par l'OTAN. Nous apprenons le jour, la date et le lieu exact où l'invasion aura lieu. D'après nos renseignements et le témoignage des captifs ukrainiens, l'opération offensive devait commencer le 8 mars 2022. Les faits indiquent qu'une invasion simultanée du territoire des républiques de Donbass et de la Fédération de Russie, la Crimée, était prévue. Et nous n'avons pas d'autre issue. Non. Nous sommes conscients qu'il y a plus de 800 000 citoyens de la Fédération de Russie sur le territoire du Donbass. Nous ne pouvons pas les abandonner dans cette situation difficile.
Nous reconnaissons l'indépendance des républiques de Donetsk et de Lugansk et, conformément au traité signé, nous répondons à la demande de ces républiques. Je ne cesse d'entendre. Pourquoi avons-nous dû attaquer? Nous aurions dû attendre que les troupes ukrainiennes entrent dans le Donbass. Alors ce serait leur agression, pas la nôtre. Ceux qui le disent, pensez. Combien de personnes dans le Donbass, de civils, seraient morts s'ils avaient été pris dans ce carnage sanglant sur le territoire du Donbass? On pose la question, pourquoi bombarder des installations militaires en dehors du territoire du Donbass? Écoutez, si cette guerre avait été préparée pendant 30 ans, aurait-elle été limitée au territoire de Donbass? Ces sentiments, ces gens, ces descendants de Bandera, se seraient-ils calmés? Auraient-ils disparu? Il y a quelques années, lorsque nous avons entendu que le fascisme était en hausse en Ukraine, nous aurions pensé que c'était une absurdité, une intox. Mais c'est vrai. Pire, cela est déclaré sur les chaînes publiques, dans tous les médias. Jetez un coup d'œil. L'Ukraine a promulgué une loi reconnaissant les combattants de l'organisation nationaliste ukrainienne, interdite en Russie, comme participants aux actions militaires. Auparavant, la liste des participants au combat ne comprenait que les combattants de l'armée insurrectionnelle ukrainienne réhabilités en tant que victimes de la répression politique. Pendant la guerre, ils auraient combattu les envahisseurs nazis. Une note explicative de la loi note qu'à la fin du mois de mai 2018, il y avait 1200 combattants de l'organisation des nationalistes ukrainiens et l'armée insurrectionnelle ukrainienne encore en vie. La loi a été critiquée tant en Ukraine qu'à l'étranger. Le chef du comité juif ukrainien, Eduard Olinsky, a promis qu'il porterait plainte contre Kiev au nom des victimes des nationalistes. Ainsi, selon lui, des employés de la police auxiliaire ukrainienne, membres de l'organisation des nationalistes ukrainiens, qui avaient participé au meurtre de 1,5 million de juifs ukrainiens, deviendraient également des anciens combattants bénéficiant de tous les avantages afférents à ce statut. On nous traite de nazis, de fascistes, etc. Je me permettrai de citer les mots d'Adolf Eichmann, qui a dit que pour détruire une nation, il faut d'abord et avant tout tuer des enfants. J'espère qu'il n'y aura plus jamais une nation telle que les Russes et qu'il n'y aura plus de Russes sur cette terre. Savez-vous qui est Adolf Eichmann? Il s'agit de l'Obersturmbannführer allemand de la SS qui était directement chargé de résoudre les problèmes des Juifs. Il est responsable de plus de 6 millions de Juifs torturés. Il a réussi à éviter les procès de Nuremberg. Il a fui en Argentine. Il a été recherché par les services secrets israéliens, le Mossad, jusqu'en 1960. Il a été retrouvé, amené en Israël et exécuté sur décision de justice. Et qui est le docteur Mengele? C'est le monstre qui a mené des expériences sur des prisonniers, sur des enfants à Auschwitz. Voici ses adeptes aujourd'hui. J'ai donné des instructions à mes médecins. J'ai toujours été un humaniste et j'ai dit que dès qu'un homme est blessé, il n'est plus un ennemi, mais un patient. Mais maintenant, j'ai donné l'ordre de castrer tous les hommes. Ce sont des cafards, pas des hommes. Voici ce que disent ceux qui ont participé à la résurgence du nazisme en Ukraine. C'est un analyste militaire. Son nom est Ritter Scott. Écoutez. L'armée ukrainienne compte 260 000 personnes, formées et équipées selon les normes de l'OTAN, avec un système de commandement bien établi, géré efficacement par des officiers. Il faut également tenir compte du soutien de 200 000 réservistes et des unités de service de soutien. Je pense que les Russes échouent sur un point, celui de la propagande. Je ne dis pas que je souhaite que les Russes mentent, mais je souhaite qu'ils présentent leur point de vue dans cette confrontation. Ce à quoi ils sont confrontés n'est pas seulement la propagande du gouvernement ukrainien. Il faut savoir que la CIA travaille en étroite collaboration avec le ministère ukrainien de l'Information, et la CIA est responsable de ce que l'on appelle l'opération information. Non seulement les Américains forment la jeune génération,
Il désigne également les dirigeants du pays. Écoutez, c'est très intéressant. Il s'agit de la fameuse conversation scandaleuse qui a eu lieu en 2014 entre Victoria Nuland et l'ambassadeur américain en Ukraine, Geoffrey Piat. Qu'en pensez-vous? Je pense que nous sommes dans le jeu. Le problème est Klitschko, évidemment. C'est un maillon délicat, en particulier l'annonce de sa nomination comme vice-premier ministre. Avez-vous vu certaines de mes notes sur les problèmes relationnels maintenant? Nous essayons donc de découvrir rapidement quel est son rôle. Ok, je ne pense pas que Klitschko devrait être au gouvernement. Je ne pense pas que ce soit nécessaire et je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Oui, en ce qui concerne le fait qu'il ne soit pas au gouvernement, qu'il reste en dehors et fasse son travail politique, je pense simplement que s'il s'agit de faire avancer le processus, nous voulons garder les démocrates modérés ensemble. Je pense que Yatsenyuk est l'homme idéal pour ce travail. Il a de l'expérience dans les questions économiques, dans les questions de gouvernance. Après que les membres du Congrès américain ont demandé au département d'État américain en 2019 d'inscrire le régiment ukrainien Azov sur la liste des organisations terroristes au motif que le nazisme y était entretenu, 3 ans seulement s'étaient écoulés. Et maintenant, le Congrès des États-Unis et le Parlement de l'Union européenne crient déjà à tue-tête le slogan de Bandera « Gloire à l'Ukraine ». Nous sommes avec vous. Gloire à l'Ukraine. Réunion extraordinaire du Parlement européen à Bruxelles le 1er mars 2022. Gloire à l'Ukraine, mes collègues. Gloire à l'Ukraine. Discours du président ukrainien Volodymyr Zelensky devant le Congrès américain le 16 mars 2022. Dites-moi, est-il possible que le racisme ordinaire puisse prospérer dans l'Europe d'aujourd'hui après la Seconde Guerre mondiale? Regardez ce que dit l'Italien. Ma femme russe et moi avons vu mon compte bloqué sans avertissement, juste parce que ma femme est russe. Ouvrez les yeux, réveillez-vous. Ne croyez pas ce que disent l'OTAN et l'Europe. Ils continuent à armer l'Ukraine et à lui donner de l'argent. 110 millions d'euros. Ne croyez pas les bêtises que nos médias colportent. C'est le panneau interdisant aux Russes d'entrer en France. Et voici plus. Les Russes à Paris et en France doivent se comporter avec retenue. Un cocktail Molotov a été jeté sur un centre culturel russe. Des graffitis sont apparus sur l'affiche du conservatoire Rachmaninov. Et les propriétaires de restaurants russes reçoivent des menaces, même s'ils n'ont aucun lien avec la Russie. Petit restaurant sympa près de Stuttgart. Tout va bien, sauf que le propriétaire a apparemment décidé de jouer à Hitler. Un avertissement figure sur le site web du restaurant. Les visiteurs possédant un passeport russe ne sont pas les bienvenus dans notre restaurant. Pour en revenir à la question du retour des bandéristes en 1955, cette hérédité ne nous est pas propre. Regardez, l'actuel chancelier allemand, Olaf Scholz, est le petit-fils du lieutenant-général et Gruppenführer SS Fritz von Scholz, qui a combattu les Russes pendant les 2 guerres mondiales et a été personnellement impliqué dans la fusillade des Juifs en Pologne et en Ukraine. Et il n'est pas étonnant que M. Scholz sourit quand on y entend le mot « génocide » qui se déroule dans le Donbass. Il passe à l'argument selon lequel quelque chose comme un génocide a lieu dans le Donbass, ce qui est vraiment ridicule, avouons-le. Qu'en est-il des milliards qui nous ont été volés et qui sont bloqués dans des comptes bancaires étrangers? Qu'en est-il du droit sacré à la propriété qui est retiré aux citoyens de la Fédération de Russie? Qu'en est-il du non-retour des plus riches collections qui ont été envoyées dans divers pays pour des expositions dans le cadre d'arrangements? Voici ce que dit l'ambassadeur chinois Zhang Qiao au Kazakhstan. Après ce show politique de l'Occident collectif qui a promu la science sans frontières, le sport au-delà de la politique, la propriété privée inviolable, la liberté d'expression, etc., toutes ces valeurs occidentales ont maintenant perdu toute crédibilité. L'Occident ferait bien de modérer son discours moralisateur.
Je pense que ce n'est un secret pour personne que les hauts dirigeants des États-Unis, dans l'ensemble, n'agissent pas de leur propre gré, ni selon leur propre raisonnement. Nombreux sont ceux qui se moquent de l'âge de Biden, de ses changements d'avis instantanés à la demande de n'importe qui, de ses lapsus ridicules. Imaginez maintenant que la vice-présidente Kamala Harris prenne sa place pour une raison légale. Écoutez ce monologue. Le gouvernement et moi avons visité la bibliothèque et parlé de la signification de l'écoulement du temps. Oui, la signification de l'écoulement du temps. Si vous y réfléchissez, l'écoulement du temps revêt une importance considérable pour ce qui est de ce que nous devons faire pour créer des emplois. Et il y a une valeur énorme dans le flux du temps si vous pensez à une journée dans la vie de nos enfants. Pour commencer, si vous avez besoin d'une bonne raison de prier pour la santé de notre président, on vous rappelle aujourd'hui encore que cette raison est notre vice-président. Vous savez, un président de son âge peut avoir ou non des problèmes cognitifs, mais pour son âge, elle est juste idiote. Regardons les choses en face. Kamala Harris est apparemment la personne la plus stupide à avoir été élue vice-présidente dans l'histoire des États-Unis. Maintenant, imaginez que pour une raison quelconque, Kamala Harris devienne présidente. Prendrait-elle ses propres décisions ou serait-elle aussi, elle, guidée? Et pourtant, le président Biden, en son nom propre ou non, dit ceci. Écoutez ça. Vous savez, je pense que nous sommes à un point de basculement dans l'économie mondiale, et pas seulement dans l'économie mondiale, dans le monde. Cela se produit tous les 3 ou 4 générations. Comme me l'a dit l'autre jour un haut responsable militaire lors d'une réunion de sécurité, entre 1900 et 1946, 60 millions de personnes sont mortes. Depuis lors, nous avons établi un ordre mondial libéral, et il n'y a pas eu de telle perte de vie humaine depuis longtemps. Beaucoup de gens meurent, mais c'est loin d'être le chaos. Et c'est maintenant que les choses changent. Un ordre mondial sera établi. Nous devons le diriger. Et pour cela, nous devons unir le reste du monde libre. Cela ne vous rappelle rien? Par exemple, la Ordnung de l'Europe, c'est-à-dire le nouvel ordre allemand. Il s'agit d'un nouvel ordre politique qui doit être établi par l'Allemagne nazie dans les territoires occupés. Sa création a été initiée bien avant la Seconde Guerre mondiale, mais elle a été annoncée en 1941 par Adolf Hitler lors d'un discours au Palais des Sports de Berlin. Voici ce qu'il a dit. Je suis convaincu que 1941 sera une année historique pour la grande restructuration de l'Europe. Je pense qu'à l'époque, l'Union soviétique n'était pas prête à résister à ce nouvel ordre, et il a fallu 4 années terribles de grands sacrifices et d'effusions de sang pour survivre à la lutte. Dites-moi, le nouvel ordre mondial qui a été déclaré aujourd'hui, est-il acceptable pour nous? Pouvons-nous y résister? La Russie d'aujourd'hui, notre Russie d'aujourd'hui, peut-elle résister à cet assaut, à ce test? Pouvons-nous préserver notre indépendance et notre souveraineté? J'ai trouvé très intéressant ce que le journaliste et politologue Peter Akopov pense de tout cela. Écoutez. Quelle était la principale vulnérabilité de la Russie sur le départ? Dans sa dépendance vis-à-vis du monde extérieur, dans l'esclavage mental de bon nombre de nos élites, leur dépendance idéologique vis-à-vis de l'Occident, leur esclavage mental vis-à-vis d'une civilisation occidentale avancée n'était qu'une conséquence de leur mépris pour leur propre peuple. Un peuple qui peut être trompé et volé. Il n'y avait pas que des élites, il y avait bon nombre de fonctionnaires et d'entrepreneurs honnêtes, à l'esprit national et même dans la communauté créative, surtout si vous passez à travers la poussière d'étoiles. Mais ce ne sont pas eux qui se sont fait remarquer, tant dans notre pays qu'en Occident. Une grande partie de notre élite a simplement fui le pays. Oui, ils se sont enfouis.
Certains par peur, d'autres en raison de l'impossibilité de respirer le même air que le bétail. Il ne s'agit pas simplement d'une trahison de leur propre peuple, mais de ce que Poutine a très justement appelé le processus naturel et nécessaire d'auto-purification de notre société. Tout le monde a vu ce que la mère patrie représente aux yeux de chacun dans un moment difficile. Et cela a été confirmé par les paroles de notre président, rappelez-vous. L'Occident collectif tente de diviser notre société en spéculant sur les pertes de guerre, sur les conséquences socio-économiques des sanctions, de provoquer une confrontation civile en Russie et, en utilisant sa 5e colonne, cherche à atteindre son objectif. Et le but est la destruction de la Russie, comme je l'ai déjà dit. Sans doute, essaieront-ils de miser sur la soi-disant 5e colonne, sur les traîtres à la nation, sur ceux qui gagnent de l'argent ici, dans notre pays, mais vivent là-bas, et n'y vivent pas au sens géographique du terme, mais par leur pensée, par leur conscience servile. Je ne condamne pas du tout tous ceux qui ont une villa à Miami ou sur la Côte d'Azur, qui ne peuvent pas se passer de foie gras, d'huîtres et de la soi-disant liberté des genres. Mais ce n'est absolument pas le problème. Et, je le répète, le problème est que beaucoup de ces personnes sont intrinsèquement, mentalement là-bas, et pas ici, et pas avec notre peuple, pas avec la Russie. Alors j'ai une question. Pour ceux qui restent, pourquoi beaucoup d'entre eux sont-ils silencieux ? Je ne parle pas de ceux qui ont le cœur fragile et une psyché émotionnelle délicate, non. Mais les gouverneurs, pourquoi seulement une poignée d'entre eux ont-ils exprimé publiquement leur attitude face à ce qui se passe, leur position publique? Combien il est important d'expliquer aux gens dans les régions ce qui se passe? Quel est le sens de la politique menée par l'État? Comment est-il possible qu'étant investi d'un énorme pouvoir, on ne puisse pas aller à la rencontre des gens? Dans les usines, les fabriques, les bureaux d'études, les hôpitaux, les écoles, les instituts. Comment ne pas expliquer aux gens pourquoi ils doivent surmonter les difficultés? Des difficultés qui ne seront pas seulement présentes aujourd'hui, mais aussi pendant un certain temps. Il me semble qu'il est très important pour les gens d'aujourd'hui de comprendre qu'on va leur fournir des emplois. Aujourd'hui, alors qu'on nous a annoncé des sanctions. Et la substitution des importations n'est pas une figure de style, c'est un travail quotidien, minute par minute. C'est une tâche quotidienne pour des millions de nos concitoyens sur le terrain. Et les dirigeants sur le terrain doivent expliquer et aider les gens, c'est-à-dire travailler jour et nuit dans ce sens. Je ne veux pas dire que personne ne fait rien, Dieu m'en garde. Je ne veux pas être accusé de cela. Mais il me semble que l'euphorie dans laquelle nous avons vécu ces dernières années a atténué ce sentiment de danger. Rappelez-vous, au début de la Grande Guerre patriotique, en quelques mois, des usines gigantesques ont été déplacées du centre du pays vers l'Oural. Et presque immédiatement, des convois de chars, de canons, d'armes, etc. ont été envoyés au front. Mais dites-moi, comment une telle mobilisation, une mobilisation nécessaire, peut-elle avoir lieu aujourd'hui, si sur une chaîne fédérale, lors d'une émission en direct, une telle chose peut se produire? Lors d'une rencontre avec son homologue biélorusse, le Premier ministre russe a souligné « Nous devons renforcer la coopération dans le cadre de l'État de l'Union » et lors d'une réunion au gouvernement, ils ont discuté de la meilleure manière de maintenir l'accessibilité. Manifestantes, arrêtez la guerre, non à la guerre, arrêtez la guerre, non à la guerre. À propos, je ne peux m'empêcher de remarquer l'endurance et le professionnalisme de la présentatrice Katia Andreeva. Elle n'a pas même levé un sourcil. Et, croyez-moi, il ne s'agit pas d'une femme solitaire volage et hystérique ou d'un agent de la CIA. Non, c'est une corrosion systémique. Eh bien, vous savez ce que c'est d'être dans le studio pendant une émission en direct ou est diffusée sur une grande chaîne d'État? C'est une installation militaire. C'est l'affaire la plus sérieuse. C'est une installation militaire. C'est l'affaire la plus sérieuse.
En d'autres termes, on ne peut pas y entrer comme ça. Et une fois sur place, il n'est pas moins difficile de faire ce que Madame Ovsyannikova a fait s'il n'y a pas de personne autour d'elle qui l'aide, que ce soit indirectement ou directement, intentionnellement ou par un quelconque malentendu. Cela signifie qu'il y a des gens qui peuvent réaliser presque un crime contre une partie belligérante. Comment les gens peuvent-ils se battre s'ils ne sentent pas, ne ressentent pas, ne croient pas en leur propre arrière, qu'il y a des personnes dans leur dos qui comprennent pourquoi ils se battent? Oui, il peut y avoir des points de vue complètement différents. Certains peuvent être pour et d'autres contre. Mais sur une chaîne publique, pendant une émission en direct, cela ne peut et ne doit pas être le cas. Et voici une autre chose que je veux dire, peut-être la chose la plus importante en ce moment. Écoutez ce que le blogueur, journaliste et politologue ukrainien Yuri Podolyaka a à dire. Alors, quel est l'essence du problème à travers l'exemple de Poutilv? Cette ville, la région de Soumy, je la connais comme ma poche. Et la seule ville, et en général le district de Poutilv, le seul district où non seulement la population russophone, mais la population russe est prédominante. Et le 24 février, cette ville a été traversée par l'armée russe, sans tirer un seul coup de feu, en quelques heures. Et puis, une impuissance totale s'est installée dans la ville, l'impuissance absolue. Et la population, de très nombreux habitants de Poutilv, ont écrit « Yura, que s'est-il passé? Pourquoi cela arrive-t-il? Où est l'administration ?» Et elle n'est pas apparue. Ou plutôt elle est apparue. 3 semaines plus tard, le commissaire militaire ukrainien est retourné dans la ville et a commencé à distribuer des armes que personne n'avait encore nettoyées, c'est-à-dire que personne ne les avait pris. Et il a donc commencé à distribuer des armes et à créer une unité de défense territoriale. Vous devez comprendre que toutes les actions, même les plus efficaces, de toute armée doivent être soutenues administrativement. En général, le pouvoir est une chose, il ne tolère pas le vide. Si vous ne créez pas les outils, les cellules du pouvoir, alors d'autres le créeront. D'ailleurs, la situation a progressivement commencé à changer et des administrations civilo-militaires sont apparues. Le journaliste Yuri Podolyaka en a également parlé. Hier ou avant-hier, il a été décidé que des administrations militairo-civiles seraient introduites dans les territoires libérés. Et aujourd'hui, la première administration de ce type est apparue dans la ville de Semyonovka, dans la région de Tchernigov. Et selon les informations dont je dispose, ce n'était que le premier arrivant aujourd'hui. Demain ou après-demain, nous assisterons à une avalanche de création de telles administrations. Et dans la région de Soumy, où sont retranchées les soi-disant unités de défense territoriale. Vous comprenez, n'est-ce pas? Tous ces sacrifices, tous ces efforts que le pays fait, ils n'auront absolument aucun sens si les territoires libérés n'ont pas le genre de pouvoir qui empêchera ces gens d'avoir un retour possible de ceux qui les détenaient dans des sous-sols. Sinon, une vague inverse, comme un tsunami sanglant, balayera tout ce pourquoi cette opération spéciale de sauvetage des personnes a été conçue. Mais nous savons tous que la justice est l'une des plus grandes et des plus importantes valeurs pour les Russes comme pour les Ukrainiens. Mais ce n'est pas juste. Si les gens sont enfin libérés des sous-sols et qu'il y a maintenant un risque qu'ils soient au mieux reconduits, au pire privés de leur vie, mais je suis sûr que la victoire sera la nôtre. Sinon, nous devrons nous soumettre à ce nouvel ordre mondial qui nous est promis et préparé. C'est pourquoi je tiens à rappeler à tous les sceptiques les paroles de Bismarck que nous avons mentionnées dans l'une de nos émissions. Je connais des centaines de façons de faire sortir l'ours russe de sa tanière, mais aucune pour le faire rentrer. Eh bien, nous ne sommes pas les seuls à le comprendre. Écoutez. Une fois à l'état-major, nous fêtions la victoire de la guerre froide. Et j'ai demandé à un général, « Monsieur, pourquoi ne buvez-vous pas ?» Il a déclaré,
Nous pouvons célébrer et faire la fête tant que nous voulons, mais il y a un mais. Nous n'avons pas battu les Russes. Nous les avons trompés. Quand ils s'en rendront compte, nous le regretterons. Ну вот и все на сегодня. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui, car notre aspirant, Наш Krovoruchko, est venu et a dit comme toujours, nous partons un par un. S'il y a un problème, nous sommes des géologues. геологи. Хотя нет, вот еще Si, по скрипту. voici un autre post-scriptum. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai genre 30 ans, assez jeune, non? Et bêtement, quand j'étais jeune, j'ai quelque part jugé notre président. Je ne comprenais pas, je jugeais. Les gars, je suis désolé. Mais vu ce qui se passe maintenant, je lui présenterai probablement des excuses. Je vois qui il est pour le peuple. Grâce à lui, maintenant, malgré le fait qu'en principe c'est difficile pour le pays, mais voyez-vous comment nous, oui, nous sommes unis. Personne n'abandonne. Je lui dirai probablement quand on se rencontrera, Monsieur le Président, je peux le voir maintenant. Je vois vraiment. Je vous en suis reconnaissant. Merci pour la possibilité de voir non seulement les couchers de soleil, oui, mais aussi les levées de soleil. La possibilité de voir l'avenir et le présent. Non pas dans les couleurs des sources occidentales roses, mais comme il devait être, russe, avec un sourire sur le visage. Pour une raison quelconque, c'est difficile dans notre pays aujourd'hui, mais nous nous réjouissons et cela se voit. Et je me réjouis aussi. Je me réjouis de pouvoir ouvrir mes portes et de voir mes enfants. Je suis heureux d'être prêt à me battre pour la Russie. Je le dis honnêtement. Il y a 5 ans, si quelqu'un me demandait si j'irais à la guerre, je demandais toujours « Pour moi ? Pour qui ?» Maintenant je vois pour qui, et je vais y aller. Oui, si je dois le faire, j'irai la tête haute. Je vais aller pour mon peuple, pour tous ces gens que vous avez unis. J'irai où vous me direz d'aller maintenant. Je vous crois. Il n'y a jamais eu une telle unité. Ne nous laissez pas tomber, s'il vous plaît. Nous avons une folle foi en vous maintenant, parce que je me soucie de notre pays. C'est comme ça. Dites-nous simplement ce qui doit être fait et nous le ferons. Ne nous laisse pas tomber. Je veux un avenir brillant avec un tel président et surtout, ne nous laisse pas tomber. Nous t'apprécions et nous t'aimons maintenant. Je vous souhaite bonne chance et j'espère vous voir à la prochaine émission.